Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui on va parler d'actualité dans cette vidéo. On va parler de l'actualité un petit peu des champs. On va parler de l'actualité principale qui nous entoure en ce moment. On va parler aussi d'une nouvelle rubrique où je vais répondre à quelques-unes de vos questions en fonction du temps bien sûr. Et dans un troisième temps, et je vais même commencer par ça, on va parler un petit peu d'éventuellement certaines idées reçues qui pourraient tout doucement s'insinuer vis-à-vis de la chaîne et de nos propos concernant quelques éléments. Alors notamment, je me pose la question à moi-même, Sam, es-tu contre les coopératives? Alors personne ne m'a posé la question, mais je sais que parfois, certains organismes disent oh, ils tapent un peu sur les coopératives, nanana, nanana. Bon, voilà, en fait, on est dans un système où il ne faut jamais trop rien dire. Enfin, un système, c'est pas un système agricole, hein, c'est la vie de tous les jours qui est comme ça, sans tout de suite être catalogué contre ou pour. Hein, c'est tout le problème et c'est valable pour les arguments techniques aussi. On peut vous expliquer parfois quelque chose pendant un quart d'heure et certaines personnes posent une question en disant oui, tu es contre le truc. Non. Mais non, non, je réécoute moi la vidéo, je dis mais non, j'ai pas dit que j'étais contre, j'ai expliqué le pourquoi du parce que. Et c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc bien évidemment que je ne suis pas du tout contre les coopératives, je suis coopérateur moi-même, je travaille avec un négoce aussi et je travaille dans un groupement d'achat. Donc vous voyez, moi je suis ouvert et comme dirait Coluche, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Hein, d'accord? Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir ma libre pensée, de me rendre compte qu'il y a des dérives parfois, que les groupes coopératifs ont souvent grossi de manière inconsidérée, sans apporter davantage de réponses aux agriculteurs, c'est-à-dire de meilleurs tarifs, de meilleures conditions d'achat de leurs céréales, etc. C'est du grossissement, mais qui, pour moi, mais c'est que mon avis, je pense être libre d'en avoir un, qui n'a pas apporté la sécurité ni le bénéfice que les agriculteurs seraient en droit d'en retirer. Donc voilà, donc je pense que j'ai la liberté de le dire, et certains m'ont même posé la question, donc Hubert notamment, qui me pose la question, tu n'as pas peur lorsque tu parles des chambres d'agriculture ou des coopératives, voilà, il me pose la question si j'ai peur. Alors, en plus, c'est un agriculteur qui a une belle entreprise, etc. Ben, je dis peur de quoi? Enfin, je ne vois pas où on peut avoir peur. Des conséquences d'un contrôle PAC qui pourrait de manière insidieuse venir. Alors, Sam, es-tu contre les chambres d'agriculture? Bien entendu que non. Bien entendu que non. Il y a des gens à l'intérieur de ces organismes qui sont mais, formidables, qui s'investissent chaque jour, etc. Je suis juste contre sur le fait je suis contre le fait, donc pas contre les chambres, mais contre le fait qu'aujourd'hui il devrait être la représentation du monde agricole, c'est-à-dire ne pas simplement servir de bras armés à l'État pour faire appliquer tout un tas de réglementations, mais de temps en temps s'y opposer, être contre, faire remonter le vrai sentiment du monde agricole, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme pour les instituts techniques dont je vais parler juste derrière, ils ne font plus le rôle pour lequel ils ont été construits à l'époque, et aussi de profiter à l'ensemble du monde agricole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'en ai la preuve tous les jours, et me concernant, qui suis pour le coup indépendant, même si certains me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Indépendant, déjà d'une, ça ne veut pas dire autarcique, ça ne veut pas dire tout seul dans son coin. C'est indépendant, ça veut dire que je prends mes décisions, comme tous les chefs d'entreprise qui nous regardent ou qui sont dans d'autres métiers, en connaissance de cause. Tout ce que je le fais de manière indépendante. Ce n'est pas une idée qui me guide, ce n'est pas quelqu'un qui décide pour moi, c'est ça l'indépendance. Donc aujourd'hui, mon indépendance me dit que les chambres d'agriculture, moi, ne m'écrivent jamais. Je ne reçois pas de pression pour aller faire un entretien stratégique, puisqu'il y a longtemps que je suis sorti de tous ces radars-là, et que c'est aujourd'hui de l'entre-soi depuis toujours, et je continue de le maintenir. Ils ne représentent pas forcément, malheureusement, dans leurs actes, toujours, pas les individus. Il y a des techniciens partout qui s'investissent corps et âme, et c'est pour ça parfois qu'ils ne restent pas, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont cantonnés qu'à des aspects réglementaires et à être le bras armé de contraintes. Donc ça donne aussi une mauvaise image des chambres d'agriculture. Et aussi, ils se battent en ce moment, et depuis pas mal d'années déjà, pour de la prestation. Donc ils ont quitté leur rôle de développement agricole pour n'être qu'un rôle de contrôleur, voire de mise en place de nouvelles contraintes. Et les agriculteurs, d'ailleurs, le financent avec en plus des subventions extérieures. Donc c'est ça qui me gêne dans le principe des chambres d'agriculture. Pour moi, aujourd'hui, ils ne représentent pas l'ensemble des agriculteurs, mais ils sont une émanation politique, malheureusement, de ce qui devrait être un organisme neutre et indépendant, puisqu'en plus, ils se déclarent indépendants, alors que par expérience, et je pourrais vous donner des exemples un jour si vous me le demandez, mais il y a bon nombre de chambres d'agriculture qui ne font pas certaines choses parce qu'il y a des raisons politiques du syndicat qu'ils représentent derrière. C'est une réalité, quels que soient les syndicats, c'est comme ça. Donc voilà. La deuxième chose, es-tu contre les instituts techniques? Bien évidemment non, mais notre expérience d'indépendant, on ne l'oublie pas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo lorsque j'ai expliqué l'historique
des techniques de pulvérisation, etc. Aujourd'hui, nous, on travaille dans un domaine, notamment sur la partie pulvée, par exemple, qui a été mise au point au départ par des gens de l'INRA dans un ouvrage. Cet ouvrage-là n'a jamais été remis sur le devant de la scène. Le rôle des instituts techniques comme Arvalis, par exemple, c'est de servir d'interface entre les agriculteurs et le monde de la recherche qui peut être représenté par l'INRA. Exemple. Aujourd'hui, Arvalis, pour moi, ne fait plus ce rôle-là. D'ailleurs, pour être franc, quand on connaît un peu l'intérieur, comment ça marche, ils ne s'entendent pas des masses non plus sur de nombreux sujets. Ils travaillent chacun de leur côté, rarement ensemble. Et puis Arvalis, même si un internaute très intéressant, donc Pierre, qui nous a écrit donc un long courrier suite à une vidéo sur les pommes de terre où j'expliquais que Arvalis avait enfin découvert la possibilité de réduire les doses. Oui, pourquoi j'ai taquiné avec ça? Évidemment que cette vidéo ne disait pas exactement cela. Elle expliquait que en travaillant l'agronomie, on pouvait baisser les IFT. La réalité, c'est qu'ils vont associer un biocontrôle qui n'a pas d'IFT, lui, qui s'appelle le Pygmalion notamment, et ils vont permettre ainsi de réduire les IFT par 2. Et ils ont constaté qu'en effet, en baissant les doses de phyto et l'associant avec un biocontrôle, ils ne perdaient pas d'efficacité, et ils nous expliquent qu'ils n'ont pas de résistance. Alors pourquoi moi j'ai taclé ça et que je l'ai dit d'un ton humoristique et un petit peu ironique, c'est qu'en fait, depuis le début des techniques de pulvérisation où on était amené à réduire très fortement les doses, Arvalis a toujours dénoncé le fait qu'à terme, ça pouvait créer des résistances. Donc en réalité, aujourd'hui, ils démontrent, si en pommes de terre, on peut estimer qu'il n'y a pas de résistance d'après leur dire, au final, on peut supposer que demain, ils vont s'attaquer à toutes les cultures en disant la même chose. Pourquoi ils diront la même chose? Puisqu'on est en train de faire cette démarche-là, d'associer des biocontrôles à des produits phytosanitaires pour en réduire la dose par 2, qui en fait est déjà assez importante, on en a déjà parlé, avec des produits qui n'ont pas d'IFT, puisque l'obsession, c'est le fameux indice de fréquence de traitement. Donc pour moi, ces instituts-là, depuis des années, ne font pas leur travail comme ils le devraient. Je le dis tranquillement, sereinement. Il y a des gens à l'intérieur sans doute formidables, techniques, etc. Mais ils font beaucoup d'entre-soi, ils ont une certaine condescendance, c'est-à-dire que ce monsieur gentiment me dit que notre démarche est louable, qu'on ne représente pas la majorité des agriculteurs, qu'on travaille ensemble dans le même sens, j'en suis persuadé, bien entendu. On a tous des objectifs qui sont normalement de travailler au service des agriculteurs. Mais la réflexion de toujours dire, et c'est valable pour les coopératives, que nous, en tant qu'indépendants, nous n'avons pas affaire aux mêmes agriculteurs que les autres, ça me fatigue depuis 25 ans. C'est-à-dire que nous, on ne sélectionne pas les gens, on n'a pas l'élite de l'agriculture. Et puis, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est sûr, de former les gens, d'essayer de faire évoluer le niveau technique que de dire des choses comme l'année dernière. Par exemple, le blé étant à 300 €, Dixit, l'Institut Arvalis, qui représente aujourd'hui beaucoup de conseils donnés par les coopératives. Comme le blé est à 300 €, il faut absolument faire le traitement de dernière feuille alors qu'il n'y avait pas de septoriose, pas de présence de maladie. On n'encourage toujours pas au piégeage dans les conseils qui sont donnés. Bref, il y a beaucoup à dire quand même. Il y a beaucoup à dire quand même. Pour la pomme de terre, Arvalis, pendant des années, a cautionné, et encore aujourd'hui, de positionner un fongicide, de la Mistar notamment, dans la butte, sur la terre, à l'intérieur, parfois même associé avec les mycorhizes dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, il y a quand même, on a une liste, on a de la mémoire, donc nous expliquer que ça fait 5 à 10 ans aujourd'hui qu'ils travaillent ces dossiers-là, mais quelle communication ont-ils dans Perspective agricole ou ailleurs pour expliquer que la réduction du volume d'eau, pendant des années, l'Institut technique ne disait que ça ne servait à rien, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas d'incidence négative. Voilà la réponse, comme pour les activateurs de sol, c'est toujours une réponse alambiquée, mais s'il n'y a pas de différence à baisser le volume d'eau, mais que ça augmente la concentration, que le produit marche aussi bien et qu'on peut donc en réduire la quantité, c'est quand même une démarche qu'il faut travailler, les garçons et les filles. Enfin voilà. Donc évidemment, on n'est pas contre les instituts. D'ailleurs, on n'est jamais pour ou contre quelque chose en totalité. On essaye d'argumenter, d'expliquer. Il suffit de nous poser des questions. Même les gens d'Arvalis qui gentiment me disent voilà, qu'on travaille ensemble et qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers eux. Bah écoutez, nous, à chaque fois qu'on a tenté cette démarche-là, gentiment, on nous a fait comprendre comme l'Institut de l'agriculture, là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas à nous quand même de faire les études empiriques, nous aussi on fait des essais avec 4 répétitions, etc. On rencontre les firmes qui nous disent aussi ce qu'ils pensent de l'Institut technique, on rencontre des constructeurs qui finissent par ne plus souhaiter payer des participations avec l'Institut technique, donc il faut aussi qu'ils se regardent dans une glace et qu'ils aient conscience qu'il y a des choses où ils ne répondent pas aux souhaits des agriculteurs, en tout cas pour ceux qui veulent avancer un petit peu plus vite, et que ça n'est pas parole d'évangile parce que Arvalis a dit telle ou telle chose. Ils mettent trop de temps pour moi à se rendre compte de certains phénomènes, et pour avoir rencontré des chercheurs à l'étranger, dans des instituts équivalents à notre institut technique français,
eh bien, ils sont beaucoup plus rapides à diffuser l'information, même si on la change dans quelques années, ce qui crée un mouvement permanent sur le terrain. On n'est pas sur des acquis ancrés, là, comme s'il fallait que jamais rien ne bouge. Donc aujourd'hui, oui, on affirme que sur les techniques de pulvérisation, etc., pour nous, ils ne font pas le travail qu'ils pourraient faire pour réduire les doses de manière importante. Et il ne suffit pas de dire qu'on s'adresse à l'ensemble des agriculteurs. Dans ce cas-là, il faut les faire progresser techniquement, il faut faire progresser la distribution, il faut faire respecter la séparation du conseil-vente et avoir des vrais conseils techniques et pas des conseils de comptables. On ne demande pas à l'Institut technique de nous dire parce que le blé est à tel niveau, il ne faut pas investir une enveloppe plus de temps. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Un institut technique, ce n'est pas de la comptabilité. Alors pour en revenir à notre comptabilité, Sam, es-tu contre les centres de comptabilité? Mais bien sûr que non. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qu'on constate juste en ce moment, il faut que vous le sachiez, on va arriver justement à l'actualité principale du moment, qui est la pression qui vous est mise. Dis-moi pas que tu n'en as pas de la pression, cher ami. Amis, eux aussi, hein. C'est que quelque part en ce moment, vous recevez des courriers de l'ensemble des gens qui vous entourent, qui nous entourent, en disant voilà, il va vous falloir passer des entretiens stratégiques, c'est important, c'est obligatoire pour les contrôles phyto. Enfin, on rajoute à chaque fois en rouge, hein, donc des inquiétudes, des alarmes pour faire peur aux agriculteurs. Alors, il faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les seuls à être dans le marché de ça, ce sont les chambres d'agriculture. D'ailleurs, bien aidés par les distributeurs autour, pour que les agriculteurs puissent continuer à avoir un certificat et puissent continuer à acheter des produits phytosanitaires. C'est aussi simple que ça, et dans un second temps, à pouvoir les appliquer. Voilà. Mais les chambres d'agriculture ne sont bien sûr pas les seuls. Nous, par exemple, nous sommes aussi agréés pour faire passer ces entretiens stratégiques qui consistent à quoi? À faire une sorte d'enquête sur ce que vous faites sur votre ferme, que l'on vous fera faire plus ou moins en ligne pour avoir vos IFT, en gros, de vos fermes. Donc, indice de fréquence de traitement. Et ensuite, vous signez un pseudo-papier, même pas, c'est à peine un engagement, comme quoi ils vont vous donner des conseils pour réduire cet IFT un petit peu. Et ensuite, voilà, vous partez avec ça, vous en faites 2 dans les 3 ans qui précèdent votre certificat que vous renouvellerez dans 5 ans, et vous êtes sauvé. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les centres de comptabilité sont en train d'envoyer des conseillers se former ailleurs que dans le département dans lequel ils travaillent, notamment dans des départements que nous suivons. Et nous avons la stupeur de voir que ces conseillers en comptabilité ou autres vont aller passer un certificat au conseil pour se lancer sur le marché. Évidemment, ils ne vont pas le faire à la chambre d'agriculture, ils vont le faire ailleurs, dans des maisons familiales ou ailleurs, pour finalement passer l'examen certificat au conseil qui leur permettra de venir chez vous, vous faire des entretiens stratégiques. Donc après, vous avez juste à réfléchir un tout petit peu et vous allez vous apercevoir que c'est quand même un petit peu fort de café avec tous ces gens qui autour vous font peur en parlant de contrôle phyto lié à ces engagements qui n'ont aucune valeur juridique, qui n'ont aucun engagement formel. Vous ne vous engagez pas réellement avec éventuellement une contrainte si jamais vous ne tenez pas vos engagements. Donc tout le monde sait que c'est de la fumisterie, que ça ne servira à rien, qu'il n'y a aucun lien avec la PAC. Il faut arrêter de mentir, c'est franco-français, c'est national. Et donc en réalité, les agriculteurs, moi je vous trouve vraiment passifs, naïfs, et vous allez en fait aller donner alors de 250 € jusqu'à plus de 800 € selon les départements, selon les organismes. Les représentants professionnels, en tout cas dans la Marne, les représentants du syndicat majoritaire ont même envoyé des courriers associés à la chambre d'agriculture du département pour leur dire, voilà, si vous êtes adhérent, vous paierez 200 € moins cher, etc. C'est obligatoire, il faut le faire, etc. Donc il n'y a même pas une défense des professionnels contre quelque chose où, sincèrement, n'hésitez pas dans vos commentaires à nous démontrer, à nous expliquer que c'est quelque chose qui va être utile pour les agriculteurs. Voilà, c'est ça qu'on demande. Et d'ailleurs, les chambres d'agriculture que nous rencontrons de temps en temps, ou des copains que nous avons, sont unanimes. Ça sert strictement à rien. Par contre, il faut le faire, puisqu'il ne reste plus qu'une année, c'est mis en place, donc il ne reste plus que 2023 pour faire passer le premier entretien stratégique à tout le monde, et voilà. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va déjà être une remontée d'IFT pour finalement les redescendre un jour en contrainte, ça vous pouvez en être persuadé. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en HVE aujourd'hui, vos référentiels d'IFT de 2006, etc., vous savez que vous allez pouvoir les mettre au placard, puisque évidemment, ils vont être réactualisés avec des nouveaux référentiels récents. Donc en fait, les agriculteurs, encore une fois, avec vraiment un enthousiasme étonnant, vont partir vers des nouvelles contraintes qui vont leur redescendre à un moment ou à un autre. Et donc au final, voilà ce qu'il en est. Alors Sam, es-tu contre les GI2E? Vous savez, j'en ai déjà un petit peu parlé dans plusieurs vidéos en expliquant qu'il n'y avait pas réellement d'indépendance, etc. Alors on n'est pas contre, on n'est juste pas naïf. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des agriculteurs ont un groupe technique, ils financent eux-mêmes. Voilà.
ou alors la chambre d'agriculture leur fait une facture, etc. Bah, ils se disent, tiens, on peut avoir de l'argent public pour financer notre groupe technique, et puis au final, on va avancer un peu plus vite. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un animateur qui est nommé, ça peut être quelqu'un de la chambre, ça peut être quelqu'un d'autre, et finalement, ils ont leur prestation conseil, entre guillemets, payée, mais ils remontent des informations, et ceux que nous connaissons qui sont dans des GI2E, quelle est la redescente de tout ça? C'est ça, nous, qu'on conteste. Moi, je veux bien qu'il y ait de l'argent public qui soit dépensé, mais à quoi ça sert? Nous, on n'a pas d'argent public, hein, et on partage nos informations et on essaye de faire avancer Schmilblick. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est juste, voilà, enlever toutes ces idées reçues-là, on est quand même libre de parler des choses. Je ne demande que des réponses comme ça. Pierre, là, c'est très intéressant, et d'ailleurs, je vais le contacter. C'est très bien, monsieur Darvalis, enfin un contact avec qui on peut échanger, mais avec plaisir. Avec plaisir. Nous, on a toujours été pour ça. Et je finirai par une anecdote pour vous dire aussi que l'historique de chacun peut conduire à ne pas voir les choses de la même manière. Donc nous, l'historique, c'est quoi? C'est d'avoir eu des gens en face de nous depuis que nous avons démarré ces techniques-là, qui, je vous le rappelle, ont été mis en place de manière théorique, et ensuite, c'est des gens comme Mathieu, Vincent Franquet, qui ont mis en place des choses concrètes sur le terrain pour en retirer des vrais programmes et des doses, et ensuite, il a été facile pour tous les autres de s'accaparer les solutions qui ont été mises en place, et ça continuera toujours, c'est comme ça, on est dans un monde où ça phagocyte plus que ça travaille, c'est notre avis aujourd'hui. Ou alors il y a un décalage qui se crée, puisqu'en fait il y a ceux qui sont dans l'ensemble de ces moules-là et qui finalement ne se rendent pas compte qu'ils pensent être dans l'élite ou dans les choses qui vont le plus loin en agriculture, alors qu'en fait ils ne se rendent pas compte, comme disait un collègue, que c'est la 5e roue du carrosse. Il y a des gens qui pensent être très très importants ou très utiles et en réalité ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement déconnectés, et donc ils sont dans un monde d'entre-soi et ils jouent beaucoup sur l'aspect réglementaire pour que tout le monde file droit. Aujourd'hui, que ce soit les instituts techniques, les chambres d'agriculture, les coopératives, et je sais que ce n'est pas ce qui leur plaît, ils passent la majorité de leur temps à faire du réglementaire, 80% de leur temps. Ce n'est pas ce qui était demandé au départ de la création de ces organismes-là. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aucun représentant professionnel, qui sont très présents dans ces organismes, ne dénonce ça pour dire « mais ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas pour ça qu'on a fait ces organismes-là ». Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui. Par la peur, on fait du réglementaire, ah bah c'est bien, moi j'ai la personne du GDA qui vient me faire mon truc, machin, mais en fait tout ça, ça ne sert strictement pas à faire avancer l'aspect technique des agriculteurs, à faire monter le niveau et à faire justement qu'ils puissent se rendre compte de certaines choses que nous échangeons sur cette chaîne et qui d'ailleurs, dans 99% des retours que nous avons, vous êtes tous très lucides, en tout cas pour les gens qui regardent cette chaîne. Donc vous savez que dans la vie, ça sera un frein pour nous au développement de la chaîne, on en est conscient. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent en fantôme à regarder, et je peux le savoir en plus, donc sachez-le, il y a énormément d'organismes et autres, et c'est assez surprenant, parce que nous, on n'a jamais vu de commentaires, comme à l'époque sur Facebook, de gens qui échangent avec nous. Ils viennent bien regarder, si on disait que des bêtises, après, ils diraient « c'est pas la peine, c'est nul ». Donc au final, on est bien dans un monde où finalement, on est d'accord sur le fond, on prend des infos, on se dit « ah, c'est peut-être pas si mal », mais par contre, après… ah non, non, bah non, non, vous dites des choses, ceci, vous dites des choses, cela. Voilà. Donc je tenais à vous faire un petit point là-dessus. Vous rappelez ensuite, pour terminer, sur le terrain. Donc nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait nos réunions d'hiver, on en est à une dizaine de profils de sol et on fait des après-midi tours de plaine. Qu'est-ce qu'on va y regarder? On va regarder les blés, les colzas, les orges, par exemple, et on voit déjà des états sanitaires qui se dégradent. Alors ils se dégradent pour plusieurs raisons, la météo, peu trop favorable, des semis qui finalement aujourd'hui se révèlent être trop précoces, trop denses dans certains cas. Et puis, on a quand même les premières pluies qui arrivent, et heureusement, puisque dans l'ensemble des profils de sol, on voit plutôt un déficit au niveau de la pluviométrie. J'en ai déjà parlé, et ce n'est pas les petites pluies que nous avons qui vont arranger les choses, voilà, de ce que je peux observer. Donc, c'est pire que l'an dernier, et pire encore que l'année d'avant. Donc, voilà, c'est plutôt en dégradation. Donc, j'espère que dans l'hiver, on aura un retour de tout ça. Vous dire que les couverts végétaux, je pense qu'à une semaine près, on va bientôt faire la vidéo destruction, même s'il n'y aura plus de couverts. À la limite, c'est un peu fait exprès aussi, puisque bon, voilà, il y a quand même quelques personnes qui vont les avoir laissés. Donc vous parlez de qu'est-ce qui va se passer, donc d'en parler. Et puis donc au niveau maladie, qu'est-ce qu'on voit le plus? On voit de l'oïdium un petit peu partout. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup d'oïdium au printemps, mais en tout cas c'est important. Et puis beaucoup de rouille, de la rouille brune principalement, donc qui ne s'évanouira pas d'ici le printemps. Donc voilà, dans les choix de produits, dans tout ça, c'est ce que font nos partenaires aujourd'hui. On réfléchit déjà à des stratégies qui vont être sans doute adaptées par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc je vous invite vraiment tous à aller sur le terrain l'hiver. Ce n'est pas en vous enfermant dans une ou deux réunions ou en coupant tout en disant « ouais, non, mais il faut couper, etc. » Voilà, un petit tour de plaine, c'est sympa, faire vous-même vos reliquats, voir vos états de sol. Encore cette semaine, certains sont surpris de ce qu'ils voient sous leurs pieds, et c'est toujours super, parce qu'on n'est pas là ni pour juger, ni pour faire les fanfarons. Nous, on n'a pas la science infuse, mais plus on observe, plus on acquiert de compétences et de repères aussi, pour savoir où on en est.
Donc allez regarder vos sols les amis, ce sera le mot de la fin, c'est très très important. Même les jardiniers, même tout ça, allez voir vos sols, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses et peut-être que vos idées reçues pourraient voler en éclats sur certaines choses parce que c'est jamais acquis. Une année peut être comme ça et une autre année différente. Cette année n'a pas été facile pour nos sols, il y a eu quand même beaucoup d'impact, beaucoup ont fait trop de terre fine, voilà. Alors je finis par une petite question. Dans une vidéo, tu expliques, Sam, que c'est pas bon signe quand les racines suivent uniquement les galeries de vers de terre. En quoi c'est mauvais signe? Eh ben, je vais répondre à ta question, Romain. Eh ben, c'est pas que c'est grave, c'est juste qu'il ne faut pas que les racines suivent ce chemin préférentiel. Ça pourrait traduire qu'à côté des galeries de vers de terre, qui peuvent être plus anciennes qu'il n'y paraît, les racines n'ont pas le pouvoir de bien pénétrer, peut-être par manque d'oxygène, ou peut-être par manque de microporosité et de macroporosité. Donc c'est souvent un détail qui, pour les gens qui regardent le sol souvent, c'est très bien d'avoir des beaux faisceaux de racines dans des galeries régulières tous les 10-15 cm, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, car ça traduit forcément que c'est un peu difficile pour les racines d'aller autrement. Après, il y a d'autres observations à faire, mais on en parlera plus tard, mais sur la taille des racines, la façon dont elles se divisent, etc., nous traduit très vite des informations. Et si elles ont des zones difficiles à traverser, elles ne se réunissent pas ensuite pour en faire un gros faisceau. Il faut le comprendre dès le départ. Donc là, aujourd'hui, dans les enracinements, on voit déjà des écarts liés aux structures. Donc voilà, c'est très important à regarder. Voilà, alors je vais finir sur voilà, cette observation qui, j'espère, vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à me faire des remontées, hein, c'est vraiment fait pour ça. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos, je sais que beaucoup d'entre vous le font. Et puis n'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt les amis!